échec de la tentative de putsch au Bénin, comment Patrice Talon a été sauvé. Ici, on va vous parler du coup d'État qui a échoué au Bénin. Tout le monde sait déjà les détails. On donne un peu quelques éléments pour essayer de toujours approfondir la question pour que les uns et les autres aient une bonne compréhension. Celui qui était le lieutenant-colonel Pascal Tigri, là, vous allez me demander, mais il est où? Il est au Burkina Faso. Et comment je sais qu'il est au Burkina Faso? On le sait parce qu'aujourd'hui, 10 décembre 2025, il y a un communiqué de presse de la présidence du Burkina Faso qui dit ceci. La présidence du Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'elle a accordé le statut de réfugié politique au colonel Pascal Tigri. Cette décision s'inscrit dans le respect des engagements humanitaires du Burkina Faso et conformément aux principes de solidarité, valeur fondamentale de l'AES. En vertu de ces principes, le colonel Pascal Tigri bénéficiera pleinement de l'hospitalité et de la protection offerte par le Burkina Faso et les autres États membres de l'AES. La présidence du Faso réaffirme à cette occasion son attachement à la tradition d'accueil, de fraternité et de coopération entre les peuples africains. Donc vous avez entendu, non? Quand Pascal Tigri, son coup d'État a échoué là, il a été exfiltré à partir du Togo et à partir du Togo, il a regagné le Burkina Faso. Et quand il est arrivé au Burkina Faso, c'est là maintenant qu'aujourd'hui ils ont fait un communiqué pour dire que Pascal Tigri est chez eux là-bas. Leur coup d'État a échoué, mais que eux ils vont le prendre, le former comme de la manière ils sont en train de former Sorogium. Parce que eux là, eux ils aiment accueillir les personnes qui sont en danger. Et ils vont la prêter encore pour maintenant harceler le Bénin. Et que ce n'est que le début. C'est la même chose. Eux qui disent que eux, ils ont une habitude humanitaire. Pourquoi ce sont leurs ressortissants qui fuient pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire? Eux, ils ont les moyens d'accueillir les réfugiés. C'est une tradition chez eux. Mais eux, ils laissent leurs milliers de leurs ressortissants venir remplir la Côte d'Ivoire. Vous avez plutôt une tradition d'accueillir les malfaiteurs. Cela, on l'a bien compris. Et donc, qui a organisé le coup d'État? C'est le Burkina Faso. Même si on ne peut pas directement accuser les autres États parce qu'on n'a pas de preuves directes, mais le Burkina Faso n'a pas caché par des actes concrets que c'est eux. Qui était le peuple qui était le plus heureux de ce coup d'État? C'était le peuple du Burkina Faso. Et comment nous le savons? Tous les sites de relais et de désinformation pour encourager à ce coup d'État viennent du Burkina Faso. France 24 a montré les preuves à foison. Un putschiste qui est un danger pour la sécurité des millions de Béninois. En ce 10 décembre 2025, ils produisent un communiqué pour nous dire qu'eux, ils ont accueilli ce putschiste. Et on a entendu beaucoup de Burkinabés être fiers et même pleurer que ce coup d'État n'ait pas été un succès. En quoi est-ce qu'un coup d'État dans un pays qui n'est pas le leur peut-il être salutaire au Burkina Faso? Le pays des imbéciles désintégrés. Je dis bien le Burkina Faso, le pays des imbéciles désintégrés est devenu aujourd'hui un cancer métastasé qu'il faut traiter par chimiothérapie. La facilité avec laquelle le chemin subversif des néo-putschistes de Cotonou a été mis en échec pourrait amener à conclure à de l'amateurisme, voire à une initiative conduite par une poignée d'individus. Quand vous regardez comment le coup d'État qui s'est passé au Bénin a été vite balayé, vous allez penser que non, ceux qui ont fait le coup d'État là, c'était des gens qui n'étaient pas bien préparés, c'était des amateurs. Et vous vous trompez très gravement. C'est faux. Ce serait une grave erreur de penser que ce coup d'État n'avait pas été bien préparé. De l'intérieur comme de l'extérieur, ils avaient des soutiens incontestables. Ils avaient le soutien du Mali, du Burkina et du Niger, qui sont tous des pays voisins du Bénin. Et c'est parce qu'il y a eu une force supérieure qui a balayé vite ce coup d'État qu'on a l'impression que ce coup d'État-là, ce n'était pas un coup d'État qui était bien préparé.
Ce que vous ne savez pas et qu'on vous l'a toujours dit, ce sont les forces spéciales du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont été mis sur le terrain pour être accompagnés par le lieutenant-colonel Tigri, qui lui s'est chargé de convaincre les bases militaires au Bénin et notamment la base militaire de Tobin. Il avait convaincu des centaines, voire des milliers de soldats à l'intérieur du pays. Il y avait de fortes ramifications dans plusieurs unités qui étaient stationnées dans la capitale. Et ne pensez pas que c'était seulement 8 personnes. Il y avait déjà des unités des armées à n'importe quel niveau qui s'étaient déjà ralliées. Ce qui a fait que leur coup n'a pas marché, c'est parce que ils attendaient que la nuit tombe. Quand il allait avoir quelques combats directs, ils allaient faire sortir certains de leurs partisans pour essayer de tromper les gens. Et c'est là que la CEDEAO a eu l'intelligence d'intervenir très vite. Et comme je vous le disais il y a quelques jours, dans leur stratégie, ils avaient placé des gens dans plusieurs unités pour repérer et capturer tout le grand commandement militaire du Bénin. Et c'est pourquoi la dernière fois quand je vous parlais, vous avez vu, ce sont les généraux, les chefs d'état-major et tous ceux qui sont dans le commandement militaire qu'ils ont essayé d'agresser directement en les attaquant, soit en les neutralisant ou bien soit en les capturant. Et ils avaient aussi des plans B. Et c'est ce plan B-là qui sera activé quand ils vont aller attaquer la résidence de M. Patrice Talon. Et que la garde présidentielle a opposé une résistance, a résisté et a tenu le coup. C'est là maintenant qu'ils ont mis le plan B en marche. Et le plan B, c'était quoi? Maintenant, leurs complices qui étaient dans les différents corps d'armée, ils leur ont dit sortez et maintenant là, commencez maintenant à faire des tirs et commencez à manifester partout. Là comme ça on va dire c'est une mutinerie généralisée. C'est un chaos quasi généralisé. Et la propagande allait suivre à travers Internet, à travers des mobilisations soi-disant populaires. Ce sont ces vidéos-là qu'on a vues et ces vidéos-là viennent tous du Burkina Faso. Et ceux qui devraient attaquer Patrice Talon, la consigne qui leur avait été donnée était claire. On ne vous demande pas de l'attraper, on vous demande de le refroidir. De tuer Patrice Talon. Point. Mais quand ils sont allés, la garde présidentielle a tenu. Pourquoi la garde présidentielle a tenu? Parce qu'il y a un groupe de l'armée rwandaise qui est dans la sécurité du président Patrice Talon. Il y a eu un sursaut de dignité. De la manière les Rwandais ont tenu là. Ceux qui étaient là, les Béninois qui étaient là, disent non, ça c'est pas bon. Si nous-mêmes là, pour notre propre dignité là, il faut qu'on tienne. Et c'est ça qui a permis à la garde présidentielle de tenir bon. Les Rwandais vont venir, nous on ne va pas accepter. Et ils vont venir tenir le coup. Demain là, on va se regarder comment. Donc, le noyau qui était des Béninois dans la garde présidentielle, vu que le contingent rwandais était très impliqué par dignité, eux aussi ils ont aidé les Rwandais là à tenir face aux commandos qui étaient venus pour assassiner Patrice Talon. Et donc dès lors, la garde présidentielle était dopée en bloc. Ils ont mis le président Patrice Talon avec tous les membres du gouvernement à l'abri. Et ils ont vite réorganisé une riposte avec un général de l'armée béninoise qui s'appelle Fructueux Baguidi. Comme par extraordinaire, ce dernier se trouvait à Paris. Le général Fructueux Baguidi était hors du Bénin en ce moment, il était à Paris. C'est là maintenant que lui rentre en contact avec les Rwandais et la garde présidentielle du Bénin. Il leur dit, écoutez, je prends et je coordonne les opérations depuis Paris
avec le commandement militaire. C'est ça qui a permis aux armées béninoises de résister. Et donc à 9h, vous allez voir les bouffons à la télévision, 9h, 9h30, et ils vont faire passer en boucle les carabistouilles qu'ils ont eu à raconter. Mais à partir de 11h, quand Baguidi finit, met son plan en place, Vaouan, ils sont allés prendre la télé. 11h, ils ont pris la télé. Et maintenant, la situation commençait à se normaliser. Mais la situation n'était pas sous contrôle. Hein? Je dis bien, la situation commençait à se normaliser. C'est là que la CEDEAO est sortie pour dire, nous bloquons le ciel. Allez le dimanche, regardez les informations. Parce que, entre-temps, les putschistes étaient en train d'envoyer des renforts. Que ce soit sur la terre, ils étaient en train d'envoyer des renforts. Maintenant, leurs complices, qui étaient à l'intérieur, qui étaient dans le camp, ont pris des armes lourdes et ont commencé à barricader le pays. Ils ont commencé à bloquer les points stratégiques du pays. Donc, quand la CEDEAO décide de bloquer le ciel, les cerveaux du putsch sont mis en déroute. Et eux aussi, ils prennent la base militaire de Tobin comme leur centre de commandement. Et ils se disent, on va perdre du temps pour que le soleil puisse tomber. Là, comme ça, la nuit, là, on va enclencher le plan B. Et pendant la nuit, beaucoup de soldats burkinabés, maliens et nigériens vont rentrer par la terre. Avant qu'ils ne viennent, dès que le soleil va tomber, on va mener des combats de rue dans la capitale. Quelles que soient les victimes, on n'a plus rien à perdre. Et de toutes les façons, tant qu'on tiendra, ce sera une bonne chose. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit que la garde républicaine appuyée par les Rwandais ont pu sécuriser Patrice Talon avec les membres de son gouvernement. C'est là maintenant que le président du Bénin rentre en contact avec le président Ahmed Tinubu Bola. Et Tinubu Bola rentre en contact avec le président Alassane Ouattara. Et les trois décident, on va sauver le Bénin. Et Tinubu dit, moi je vais donner des avions pour bombarder. Et Tinubu fait lever 4 avions de guerre. Dans l'après-midi même là, aux environs de 14h, 16h du dimanche là, il fait lever 4 avions. Les positions que les rebelles avaient prises pour barricader le pays là, ils ont tout bombardé. Et ces positions-là étaient maintenues par les forces spéciales du Burkina, du Mali et du Niger. Mais la guerre était loin de finir. Bombarder ces positions était une chose. Mais il fallait des hommes sur le terrain. Mais avant d'amener les hommes sur le terrain, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a un avion français qui est doté d'un système qu'on appelle IRS, Intelligence, Surveillance et Reconnaissance. Cet avion-là, comme on sait maintenant que les mutins se sont repliés sur le camp de Tobin, cet avion-là va faire du balayage du ciel. Ça veut dire, cet avion-là va prendre le temps de rechercher les informations. Parce que c'est un système de laser qui répertorie et qui essaie de détecter tous les signaux électroniques et électromagnétiques. Ça veut dire, c'est comme un peu quand tu portes les lunettes à infrarouge. Tout ce qui est un animal à sang chaud, tu vois la chose. Parce que c'est comme si de la fumée sort de son corps. Donc tout ce qui est armement lourd, vous savez les chars et tout autour, les armes lourdes là, vous savez que ça contient de l'électronique et puis il y a de l'électromagnétique dedans. Donc tous ces appareils là, ils vont faire du balayage dans le ciel béninois pour repérer toutes les armes lourdes.
Et toutes les armes qui contiennent des signaux radio, des signaux GPS, ils vont tout scanner. Et cet avion-là va même capturer même les numéros satellitaires de tous les rebelles. Et quand les Français ont fini ce travail-là, ils vont donner tous ces renseignements-là à la cellule de crise. C'est comme ça maintenant que la cellule de crise va maintenant mettre un système en place par coordonnées GPS pour dire tous les armements lourds des mutins là, bombardez-les. Mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi des renseignements humains à travers les services de renseignement béninois qui étaient à terre. Eux aussi, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont donné beaucoup de renseignements. Ça aussi, ça a beaucoup aidé. Et donc, c'est avec beaucoup de précision que l'armée du Nigeria va déployer 4 avions de chasse d'Air Force pour mener une opération chirurgicale, une opération précise, propre. En quelques heures, ils prennent le contrôle de l'espace aérien, mais aussi ils prennent le contrôle de la terre, parce qu'ils ont pu désorganiser le système même des mutins. Dans le même temps, Alassane Ouattara met, je ne dirai pas le nombre de personnes, dans 2 avions, les forces spéciales de la Côte d'Ivoire, les boys. Les boys sont mis en avion. On dit, vous là, vous maîtrisez le terrain. On dit, vous là, nous on a fait en haut. Côte d'Ivoire, 2e armée de la CEDEAO. Vous là, vous êtes sur le terrain pour faire du fa-fa avec eux. C'est chez vous, il y a le Centre international de la lutte contre le djihadisme, non? Et vous avez toute forme de formation. Les combats urbains, ce que les gens voulaient imposer la nuit là. Combat direct, combat urbain là. Ce sont les Ivoiriens qui se sont occupés de ça. Donc ce n'était pas fini. La nuit là, il y a eu des accrochages. Ce sont les Ivoiriens qui se sont occupés de ça. Et quand les Ivoiriens sont descendus à l'aéroport de Cotonou, quand nos boys sont descendus, je dis bien 2, mais je ne dirai pas beaucoup de renseignements quand même. Voilà. Ils étaient dans 2 avions, mais je ne donnerai pas le nom. Et puis bon, laissez ça comme ça. Ils ont atterri à l'aéroport de Cotonou. Ils ont d'abord demandé, ils disent, conduisez-nous à la garde présidentielle. Quand nos boys sont arrivés là-bas, on leur a fait l'état des lieux. Ils disent, on a compris. Ils disent, bon, montrez-nous la chaîne de commandement des armées loyalistes. Nos boys disent, bon, vous vous assurez la sécurité présidentielle. Vous assurez le président. Mais comme la base militaire de Togouin est toujours sous maîtrise des rebelles, des mutins, on va aller faire un peu d'école, nous. On va aller s'entraîner un peu. Ça, c'était vers les 18 h. Au moins, le soleil voulait finir sa course. Les Ivoiriens ont versé le feu. Nos garçons, j'ai dit, ils ont versé le feu. Ils ont versé le feu sur les mutins. Un combat direct, mais un combat sanglant. Mais un combat qui méritait d'être mené. De façon chirurgicale. Les forces spéciales ivoiriennes vont maîtriser toute la capitale, en plus de la base militaire de Togouin, avant 19 h. C'était la débandade. J'ai dit, les mutins ont vidé le camp pour ceux qui ont eu la chance de survivre. Les forces loyalistes et les forces spéciales ivoiriennes reprennent le contrôle total de la capitale. Et c'est le dénouement heureux pour ceux qui soutiennent la démocratie. Mais ça a été très malheureux pour les pro-poutistes du Niger, du Burkina et du Mali. Ils ont perdu beaucoup de soldats burkinabés, maliens et nigériens. Les secs qu'ils ont attrapés là, c'est ceux qui ont été suffisamment chanceux.
Sinon, le reste, on les a tous tués. Moi, je préfère dire les choses comme tel. Parce que quelqu'un a tiré contre son ennemi, balle a atteint l'ennemi, tu vas dire qu'ils l'ont neutralisé. C'est faux, ils l'ont tué. Eux tous ont été tués, sauf 7, ou bien pas plus de 7. C'est eux qu'ils ont voulu présenter. Et c'est comme ça que la situation a balancé en faveur de la CEDEAO. Et qu'est-ce que nous pouvons dire à la CEDEAO? De continuer dans cette fermeté jusqu'à ce que tous les putschistes soient mis hors d'état de nuire. Ceux qui veulent entretenir l'insécurité et le djihadisme dans la sous-région ouest africaine, il faut les éradiquer. Mais bravo à l'armée béninoise. Bravo au peuple béninois qui ne s'est pas laissé manipuler. Bravo à la CEDEAO. Et bravo à tous ceux qui ont soutenu cette résistance digne, noble, pour montrer que l'Afrique peut rester digne si nous avons la volonté. Et que entre nous-mêmes pays africains, on peut se faire respecter sans attendre forcément les autres.